On démarre. Alors, on va faire. On a commencé des halachot de Shabbat la semaine dernière. On va faire une autre melacha intéressante. C'est ce qu'on appelle la melacha d'écrire et d'effacer. Écrire et effacer. Alors, de quoi on parle? On parle d'écrire et d'effacer dans la nourriture. Donc, il y a un travail dans le Beth Amikdash, dans le Mishkan, qui consistait à écrire quand on mettait les panneaux les uns à côté des autres. Alors, on écrivait comme on fait quand on a une armoire. Alors, quand on monte une armoire et une autre armoire, alors on met Aleph et Aleph de chaque côté, bête, pour être sûr de retrouver les mêmes panneaux aux mêmes endroits. Donc on voit qu'il y avait un travail d'écrire dans la construction du Mishkan. Maintenant, il arrivait quelquefois qu'on se trompe. Quand on écrit, on se trompe. Au lieu d'écrire guillemets, on écrivait bête. Alors on effaçait et on écrivait. Donc il y a donc deux interdictions dans Shabbat d'écrire afin que ça se maintienne. Donc quand on écrit, il faut que ce soit une écriture qui se maintienne et effacer dans l'intention d'écrire. Donc les travaux de Shabbat, de Horaïta, c'est écrire pour que ça tienne, Al-Menat Zeit Kayem, écrire pour que ça tienne et effacer pour écrire. Si ça n'est pas écrire pour que ça tienne, c'est que Drabanan. D'accord? Ce que vous voulez. Écrire deux lettres, écrire quoi que ce soit dans le but que ça tienne, ça s'appelle un des 39 travaux. D'accord? Maintenant, si ça ne se maintient pas, c'est quand même interdit, mais c'est Drabanan seulement. Comme par exemple, quand il y a de la buée sur la vitre, en hiver, vous écrivez Shabbat Shalom, vous n'avez enfreint qu'un Issur de Rabbanan, puisque au bout de quelques minutes, ça va disparaître. D'accord? Mais c'est quand même interdit de Rabbanan. Ou l'inverse, si vous effacez, l'interdiction de Shabbat, c'est d'effacer pour écrire dessus. Mais maintenant, si vous effacez sans écrire dessus, c'est de Rabbanan. Donc le cas le plus fréquent Shabbat, c'est sur les gâteaux. D'accord? Alors, on va se concentrer sur les écritures, sur les pains et les gâteaux. Ce qui est une chose très fréquente. Alors, étant donné que il faut faire une différenciation entre l'écriture gravée et l'écriture en plus. C'est-à-dire, si vous écrivez, vous avez un gâteau par exemple, et le gâteau, vous avez avec du chocolat ou de la crème, vous avez écrit Mazal Tov. Il y a une différence. Si vous écrivez dessus, donc il y a le gâteau plus l'écriture. Et deuxième cas de figure, quand c'est gravé dans le gâteau. C'est différent, c'est complètement différent les dynim. Les dynim sont différents complètement quand c'est gravé sur le gâteau et quand c'est écrit sur le gâteau. Alors il y a une erreur généralement répandue qui montre encore une fois l'ignorance des gens, l'ignorance crasse des gens. Tout le monde vous dit, chez Chabad, quand vous avez un petit four, un petit lu, là, c'est les trucs lus, là, les Hadar, les biscuits Hadar, où il y a écrit à l'intérieur, ou les crackers Osem, où il y a écrit derrière Osem. Et on dit, Chabad, on n'a pas le droit. En réalité, le Admor Hazaken, si vous le lisez dans les mots, il vous dit non, on ne parle pas de l'écriture gravée.
On ne parle que de l'écriture écrite. Donc il n'y a aucun problème sur il y a des gens, je vois dans les gens dans les kidouches. Il suffit qu'on ait acheté des crackers avec des lettres trucs, ils mangent pas. Et, ouais, c'est des ignares, fini. Bon, tant pis pour eux, comme ça il en reste plus pour les autres. Mais le problème, c'est que des fois, ils se retrouvent à faire kidouche sans avoir du mésonote. Alors en même temps, on vous dit non, non, pas du tout, slicha, il y a une maldonne, il y a une erreur. Le Admorazaken, il amène un fameux Mordechai qui parle de lettres écrites dessus. Donc là, donc le problème qui se poserait, effectivement, c'est quand vous avez un gâteau sur lequel vous avez écrit Mazal Tov, Tata Josiane. D'accord? Alors là, la crème dessus, c'est là la question. Si vous pouvez manger ou pas. Non, vous pouvez toujours manger. Mais comment vous allez le manger? Alors la solution, c'est de couper entre les lettres. Vous coupez pas une lettre, vous coupez le mot, mais vous ne le coupez pas. Vous coupez entre ma et zal. Vous donnez à tonton le même, et vous donnez à tata le zaïn. Si c'est alors un mazel avec le même comme ça. Alors vous coupez entre. Donc vous n'avez pas coupé la lettre, vous avez entravé le mot, mais vous n'avez pas coupé la lettre. D'accord? Et donc, maintenant, maintenant, si c'est un cracker, je le répète, cracker, lu, truc, hein, dans les lettres inscrites, on s'en fiche complètement, ça n'a aucune importance. Vous n'êtes pas obligé de le manger comme tout entier. Vous pouvez le casser et le manger par la suite. Aucun problème. Mais si c'est pas gravé sur dessus, c'est la même chose. Il y a des boules comme ça où genre la lettre elle est dessus. C'est la même chose. Non, il faut que ce soit deux parties. La lettre. Mais c'est pas l'intérieur. Non, ça s'appelle. Si c'est le même Homer, c'est que la lettre soit gravée comme ça, ou bollet tête, ou comment on dit en français, incurvé, convexe ou concave, il n'y a aucune différence. À partir du moment où c'est la même matière, dans le moule par exemple, ils ont fait des moules, donc la lettre elle dépasse, ou qu'elle soit en creux ou en truc, aucune différence. Le seul problème, je vous dis, c'est quand c'est écrit dessus. Vous avez rajouté de la crème dessus. Si vous n'avez pas rajouté de la crème dessus, ça n'a aucune importance, que ce soit convexe ou concave. Bolette ou chakoua. Bolette ou chakoua, aucune importance. Donc comment ça marche donc? Maintenant, pareil pour les enfants. Maintenant, les enfants sont encore plus méquilles. Un enfant, vous n'êtes même pas obligé de faire attention à puisque c'est un enfant. Comme tout ceci, c'est des rabananes. C'est ce qu'on a dit. Doraïta, c'est quand vous écrivez pour garder l'écriture. Or, quand vous mangez un gâteau, vous n'avez pas l'intention de garder l'écriture. Vous voulez manger le gâteau. Donc, maintenant, quand c'est un enfant, on est encore moins scrupuleux, puisque même si on efface les lettres, c'est pas pour écrire dessus, donc c'est de rabbanan. Et donc quand il s'agit d'un enfant, on n'est pas trop regardant, surtout que l'enfant il comprend rien du tout. C'est pas qu'il est en train de se rendre compte qu'il il sort de rabbanan. Donc on peut lui laisser faire n'importe quoi, c'est pas grave. Pareil quand vous mangez quand vous prenez un médicament par exemple, s'il y a écrit dessus acamol, que ce soit gravé, pas gravé, que vous le cassiez ou vous ne le cassiez pas, on se préoccupe complètement, ça ne nous intéresse absolument pas que ce soit, parce qu'il n'y a pas une couche de médicaments dessus, c'est le même médicament. D'accord? En plus, si vous l'avalez, alors encore plus, puisque quand on avale, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, on avale tout, donc on n'a pas effacé, on a fait disparaître. Ce qui n'est pas écrit dans aucune halakha qui a une interdiction de faire disparaître. Donc si vous avez avalé le médicament comme il est, eh ben, bonne santé, vous n'avez aucun problème. D'accord?
Également, on l'a vu la semaine dernière dans un autre registre, vous avez le droit de couper le gâteau. En plus que vous voulez couper les mots, pour ne pas couper les lettres, vous coupez les mots, vous avez le droit de le couper en ligne droite. Vous n'êtes pas obligé de dire ah, mais je fais du travail d'artiste, là, je coupe des parts égales. Ce ne sont pas des parts égales. Donc comme ce n'est pas des parts égales, même si vous coupez entre les lettres, vous n'avez aucun problème. Est-ce que vous avez une remarque à faire? Maintenant, si c'est... Est-ce que vous avez le droit de retirer, par exemple, si marqué Mazel Tov, vous voulez retirer Mazel Tov? Ah bah oui, à plus forte raison, ouais, puisque vous n'avez même pas effacé l'écriture, bien sûr. Vous pouvez effacer Mazel Tov, ouais, par exemple, c'est le cas fréquent dans les pièces montées. Vous êtes payé une belle pièce montée, Shabbat ou Yom Tov, pour passer avec le champagne. Et donc, vous avez la nougatine où il y a écrit Shabbat Shalom, ou alors jusqu'à 120 ans, Tata Nicole, jusqu'à 120 ans. Vous avez le droit d'enlever la nougatine et la manger à part. Vous avez compris? Donc, quel serait donc encore un autre problème qu'il pourrait y avoir? Par exemple, quand c'est... Voilà. Quand ce n'est pas de la matière, voilà. Il arrive quelquefois que ce ne soit pas de la matière. C'est du jus, par exemple. Du jus de betterave ou du jus de... C'est du liquide, c'est pas du solide. D'accord? Ouais, vous avez écrit au jus de betterave, Mazal Tov. Vous avez, au jus d'épinard, vous avez écrit Mazal Tov. D'accord? Alors là, il n'y a aucun problème parce que c'est pas du solide du tout. C'est comme une encre, voilà. Comme c'est pas mitkayem du tout, ça va pas se maintenir, et que ça va fondre dans la bouche, donc on n'est pas du tout marmire là-dessus. Quand c'est colorié écrit par une couleur, il n'y a aucun problème. Ou alors par exemple vous avez des glaçons, voilà, des trucs pour les enfants, et il y a écrit dessus des trucs. Il y a écrit, et quand vous faites fondre le glaçon, eh ben ça va faire fondre la lettre. Oui. Alors comme c'est du liquide, c'est pas important non plus. On a dit le seul cas où on fait attention, c'est quand c'est du solide sur du solide en deux parts, en deux choses, en deux matières. Une crème fraîche ou chocolat sur gâteau, par exemple. Voilà. Et un bouchon où c'est écrit quelque chose voilà. Comme ça. Voilà, même chose, bouchon, etc. Pareil. C'est pour arriver. Vous avez écrit des fois Carmel, ou vous avez la bouteille de vin, et il y avait écrit, alors, comme c'est pour manger, si vous n'arrivez pas à défaire l'étiquette sans arracher les lettres, eh ben c'est pas important. Ou bien quand vous ouvrez un bouchon, des fois c'est gravé c'est imprimé sur le bouchon, pareil, puisque vous n'avez aucune ça s'appelle effacer pour manger et pas pour écrire dessus. Donc on est mais qui... Voilà, pas de questions, pas de questions. Deuxième volet, le volet de notre paracha qui s'appelle Pinchas. Pinchas. Alors je me suis cassé la tête parce que effectivement Pinchas, on en parle toujours de Pinchas, mais il y a d'autres thèmes dans Pinchas. L'autre thème qui est intéressant, c'est l'affaire des filles de Slofrad. Il y a des petites filles, c'était vraiment des petites gamines, c'était pas des dames d'un certain âge, c'est des petites gamines, toutes petites,
bon, comme ça, le Midrash raconte qu'elles étaient petites, mais qu'elles étaient chachamot. Et qu'elles ont dit à Moshe, tu sais, on n'a pas de frères, on n'a que 5 filles. Et elles ont dit, notre père est mort par sa faute. A vu nous mettre. Et Cheto, il est mort par sa faute. Et il n'a pas laissé d'héritier garçon. Qu'est-ce qu'on fait? Alors déjà, il y a une très belle explication de Rabbeinu Bechaye. Il dit une chose très importante au niveau politique. Il dit qu'est-ce qu'elles avaient besoin de préciser à Moshe Rabbeinu qu'il est mort par sa faute. Il est mort. Ça peut nous faire comment il est mort et pourquoi il est mort. Résultat des courses. Résultat de l'événement, c'est qu'elles sont orphelines et donc elles ont droit à l'héritage ou pas. Et on s'en fiche qu'il ait été un assassin ou un alors elles disent qu'il est mort par sa faute. Et Rabbeinu Bechaye dit une chose extraordinaire. Il dit elles avaient oublié d'être bêtes. Elles avaient bien oublié d'être bêtes. Et elles ont raisonné comme ça. Elles ont dit, si Moshe soupçonne que notre père est mort parce qu'il était dans le groupe avec Korach, s'il était dans la révolte de Korach, ou il a fait partie des explorateurs, Moshe Rabbeinu, il va pas passer. Parce que bien qu'il soit Moshe Rabbeinu, l'homme le plus humble du monde, nanana, il n'a pas oublié l'affaire de Korach. Avec tout ce que j'ai fait pour vous, vous venez dire que je suis un usurpateur, etc. Ça m'est resté dans la gorge. Et donc, si elles ont été intelligentes, elles ont dit, si on lui dit pas de quoi est mort notre père, il pourra toujours soupçonner qu'il est soit dans la révolte de Korach, soit des explorateurs. Et ça, il risque de dire, d'avoir déjà un a priori préjugé défavorable, et donc on préfère lui dire de quoi il est mort. Voilà pourquoi elles ont dit de quoi il est mort. Ça veut dire qu'elles n'étaient pas idiotes. Elles se sont dit, tout Moshe Rabbeinu qu'il est, il a peut-être une dent contre la famille de Korach, avec ce qu'ils lui ont fait, ou une dent contre les explorateurs, puisqu'à cause d'eux, ils ne rentrent pas en Israël aussi. Les explorateurs étaient au nombre de 10, on savait leur nom. Donc c'était pas... Non, mais les gens qui étaient avec eux, qui ont pleuré toute la nuit, c'est à cause d'eux que Moshe n'est pas rentré, parce personne ne rentre, donc toi non plus. Donc elles ont dit, si on lui dit ça, notre jugement est déjà mal vu, mal perçu. Donc elles se sont empressées de lui dire de quoi il était mort. C'est joli. Donc ça veut dire, un grand enseignement, que même si tu crois que tu as affaire à quelqu'un, un grand sadique, un grand anav, personne d'une humilité extraordinaire, qui fait pas de politique, etc., sois pas dégoûtant. Commence pas à retourner le couteau dans la plaie. Il y a un film, on voit le rabbi, et il y a un idiot, un triple idiot, il fait exprès de parler du Rav Shach, et le rabbi ne bouge pas du tout, c'est pas qu'il fait une grimace, vous voyez que le rabbi ne bouge pas dans les rames. Mais l'autre, c'est abruti, on voit bien qu'il veut pousser il veut pousser, et ça marche pas, parce que le rabbi, il avait rien de privé, quoi, contre le Rav Shach. Mais l'autre, on voit qu'il est lourd, tu vois. Même si tu penses que le rabbi il est au-dessus des marlokot, malgré tout, c'est de la méchanceté, comme d'ailleurs une autre histoire qui s'est passée une fois avec le secrétaire du rabbi de Gour, qui, comme il y avait des histoires ici entre les Satmar et contre le rabbi, alors il disait, en Israël, il y a beaucoup de gens qui parlent sur vous, nanana, et ben il essaie de faire chauffer la marloquette. Et le rabbi lui fait, vous savez, il y a beaucoup d'idiots qui prennent
les bagarres des rabbinim pour leur compte. Mais en réalité, c'est pas intéressant. Et il lui dit, allez, passe à autre chose, quoi. On voit qu'il y a des gens qui sont bêtes. Et qui. C'est interdit de faire ça. C'est rigoureusement interdit quand tu sais que quelqu'un a eu un différend avec quelqu'un d'autre, de faire exprès de lui en parler pour attendre qu'il grimace ou qu'il réagisse. Et donc, elles étaient intelligentes, les filles de Slofrad, elles ont dit, notre père est mort. Et alors, Rabbi Akiva, il dit, il est mort parce que c'était le Mekoshesh Etzim, c'est lui qui avait ramassé le bois. Donc Moshe, il n'a rien contre lui. Et Rabbi Shimon dit, non, c'était un de ceux qui ont voulu rentrer en Israël, malgré la xéra de ne plus rentrer. Et le Sifteh Haramim, il dit carrément, Slofrad, Gematria, Amapilim. Donc les Mapilim, c'est les gens qui ont insisté pour rentrer en Israël et qui se sont fait écraser par Amalek. Il dit Amapilim, Gematria, Slofrad. Donc il y a deux chitons, Rabbi Akiva, Rabbi Shimon. Et donc on voit bien qu'il n'était pas dans une discussion contre Moshe. Et donc on voit bien que même si tu sais que tu as affaire à un grand rave, ou un homme très droit et très... Ne commence pas à le chauffer, même si tu crois qu'il est impartial. Et donc, il dit Rabbeinu Bechaye, voilà pourquoi elles ont dit pourquoi notre père est mort par sa faute. Maintenant, le Rabbeinu Bechaye pose une autre question. Il dit, comment ça se fait que cette histoire-là n'a pas été traitée? Cette histoire, elle aurait dû être traitée. Qu'est-ce qui se passe dans le cas où il n'y a pas de garçon pour hériter, il n'y a que des filles? Et il dit en plus, des petites morveuses, elles vont chez Moshe Rabbeinu, elles ne feront pas la porte. C'est comme si toi maintenant tu dis, tu sais quoi, je vais aller au Bagatz, à la Cour suprême, je vais ouvrir un dossier. Alors, monsieur, avant d'aller au Bagatz, il y a un tribunal dans votre quartier. Donc il y a une montée, il y a une hiérarchie. Donc comment se fait-il que ces jeunes filles soient arrivées devant Moshe? Alors en répondant, elles ne sont pas arrivées devant Moshe d'un jour à l'autre. Elles sont passées par toute la hiérarchie des Saré à Sarod, Saré à la Fim. Elles ont fait toute la hiérarchie des Baté Mishpat et personne ne savait répondre. Et maintenant, elles arrivent chez Moshe, elles ont dit, là, on va avoir une réponse. D'accord? Et alors, la grande nouveauté, c'est qu'il n'y a pas de réponse. Moshe Rabbeinu n'a pas su non plus. Et il y a écrit qu'elles ont amené Mishpatan, leur jugement, Mishpatan. Et si vous regardez dans le Chumash ou dans le Sefer, Mishpatan est écrit avec un Nun grand. Un grand Nun. Mishpatan. Alors vous demandez à n'importe qui, pourquoi c'est écrit avec un Nun grand? Personne ne saura vous répondre pourquoi c'est écrit avec un Nun grand. D'accord? Alors on dit qu'en fait, même Moshe Rabbeinu n'a pas su répondre. Et pourquoi il n'a pas su répondre? Parce qu'il y a eu une vengeance, en quelque sorte. Il y a eu un boomerang de la part du fait qu'il ait dit, du fait qu'il avait dit à l'époque, tout jugement que personne ne saura régler, amenez-le-moi. Alors, 40 ans après qu'il ait dit ça, on lui a dit, ben voilà, on va te montrer que des petites morveuses. Un jugement et tu ne sauras pas répondre. Donc on voit bien que tout dans la vie se paye. Le fait qu'il ait dit 40 ans avant, tout jugement que les tribunaux ne sauront pas répondre, qu'on me l'amène à moi, on lui dit, ah, tu crois que tu peux tout? Ben voilà. Tu ne sais pas répondre. Donc il a été nettoyé par la vexation, c'est une vexation quelque part, qu'un grand comme Moshe Rabbeinu, qui a 120 ans,
devant des petites jeunes filles toutes jeunes, d'après la Chita qui dit qu'elles étaient toutes petites. Il ne sait pas répondre devant elles, devant tout le peuple et devant tous les tribunaux. Comment ça se fait que ce cas n'ait pas été envisagé? Ça arrive, pour ne pas avoir garçon. C'est pas un récit. Voilà, c'est extrêmement bizarre de voir que ce cas n'a jamais eu lieu. En vérité, ce cas a lieu grâce à elle. Ce cas a lieu grâce à elle. Et en plus du fait qu'on veut nous montrer l'affection que les femmes avaient pour la terre d'Israël par rapport aux hommes, parce que les hommes, ils ont dit, allez hop, on nous emmène dans une sale histoire, retournons en Égypte. Or, les filles, elles disent, non, on veut la terre d'Israël, on veut avoir notre part dans la terre d'Israël. Donc on monte là, de là on apprend historiquement que les femmes, en général, pas seulement en général, réellement, elles ont plus d'affection pour la terre d'Israël que les hommes. Pas pour rien que le rabbi, quand on demande, c'était toujours dépendant de la femme. Et d'ailleurs, on le voit clairement, une bonne femme qui ne veut pas rester, même s'ils sont milliardaires et ils ont tout, ils retournent en Chutz Laaretz. Même s'ils ont toutes les conditions favorables. Même si le mari, mordicus, il aime Israël, la femme ne veut pas, il dégage. Alors que si la femme veut, ou faire son alia, ou rester, même si le mari ne veut pas, il grogne et tout, mais il reste. Donc on voit bien que jusqu'à maintenant, l'attachement des femmes à la terre d'Israël est plus fort que celle des hommes. D'accord ? Maintenant, ça ne répond pas à la question de Mishpatan avec un noun, un grand noun. Alors le Rabbeinu Bechaye, il dit, vous savez pourquoi il écrit avec un noun? Noun, ça fait référence aux 50 portes, aux 50 portes de la sagesse que Moshe Rabbeinu n'a atteint qu'après sa mort. Noun Bo. Il a atteint la 50e porte de la sagesse, Noun Sharebina, à sa mort. Et il dit, cette halakha, que la terre appartient à la femme s'il n'y a pas de garçon, elle provenait d'un niveau très haut qui est le niveau des 50 portes. C'est-à-dire qu'à l'échelle humaine, c'était impensable de considérer que les filles vont hériter de la terre du père. Ce n'était pas intelligible de penser à ça. Et il a fallu que Moshe ait une prophétie particulière pour lui faire comprendre ça. C'est quelque chose d'extraordinaire. C'est-à-dire que c'était une halakha qui venait de l'autre monde. Nous ça nous paraît... ça nous paraît pas shoot. A dit quoi ces filles? Pardon? Moshe Rabbeinu, par Oui. sa prophétie, qu'est-ce qu'il a dit? Et il leur a dit, j'ai demandé à Dieu, et il m'a répondu, oui, voilà, c'est un très grand chidouche, que quand un homme n'aura pas de garçon, les filles peuvent hériter de la terre. Ça veut dire qu'on fait une confiance extraordinaire, parce que, qu'est-ce que c'est la terre? C'est une gestion. Quand vous avez des terrains, des châteaux, des maisons, surtout à l'époque, gérés par des femmes, c'était un très grand ridouche. Les femmes, en général, elles n'étaient pas capables de gérer une terre. Gérer une terre, c'est quoi? Qu'est-ce que je vais faire sur cette terre? De l'agriculture, de l'élevage, etc. Vous avez compris? Comme on voit bien, d'ailleurs, d'après le partage de la terre, le Midrash vous dit qu'on n'a pas partagé la terre en fonction du métrage. Vous aurez pu dire, voilà, en fonction du métrage, chaque tribu, en fonction de sa population, elle a droit à tant de mètres. Comme quand vous payez l'Arnona, vous avez un 100 mètres carrés,
vous payez tant. Vous n'avez qu'à 50, vous payez la moitié. Vous avez 10 personnes dans la maison, vous ne payez pas que si vous êtes seul. Même le jardin? Même le jardin, même le toit. Donc on voit bien que dans le cadastre normal dans tous les pays, tout est fixé d'après le métrage. Ah ouais. Là, c'est un grand miracle. On ne donne pas la terre d'après le métrage. On donne la terre d'après le potentiel de chaque terre. Potentiel de chaque terre. Ouais. Vous habitez dans la région de Tel Aviv, il y a beaucoup de sable. Donc il n'y a pas un grand potentiel, si ce n'est le potentiel de la pêche, la mer. Maintenant, si vous avez une région où il y a des pâturages, où il va y avoir des fruits énormes, ou alors vous allez pouvoir élever des moutons, etc. Chaque endroit, il a sa richesse et son potentiel. Et c'est ça le cadeau qu'on leur a fait à chaque tribu. Et qu'en fonction de ce qu'ils étaient, on leur a donné ce dont ils avaient besoin. Zevouloun, par exemple. Zevouloun. Les Zevouloun, c'est les Tunisiens, vous savez ça? Ouais. Zébulon, c'est les Tunisiens. On en a la preuve, puisque ils ont découvert le thon, ils aiment la mer. Non, c'est pas pour rien. Et les seuls juifs qui s'appellent Zébulon, c'est les Tunisiens. Et il y a que dans la Gemara, si un juif, si quelqu'un te dit, je veux habiter au bord de la mer, pense que c'est il est de Zébulon. Zébouloun. Et ils sont forts dans les affaires, et ils ont inventé le thon, et ils aiment. Donc c'est les Tunisiens. Disons que la plupart des Tunisiens descendent de Zébulon. C'est pas par hasard. En plus, comme on l'a vu 1000 fois, Jonas, le prophète, il n'y a pas écrit qu'ils sont travailleurs. Il y a écrit qu'ils aiment les affaires. C'est chose alors. Il faut pas confondre aimer le travail et aimer les affaires. Bekitsour, Monsieur Jonas nous dit le Méam Loez, il dit pourquoi il s'est sauvé à Tarshish là-bas. Il y a par le fait que Tarshish c'est la limite de la prophétie, jusqu'à Tarshish il y a la prophétie, après il n'y a plus. Les ondes de la prophétie commencent de Jérusalem jusqu'à Tarshish. C'est la Tunisie, c'est la ville de Carthage. La ville de Carthage qui appartenait aux Tunisiens, quoi. C'est là où monsieur, comment il s'appelait, Hannibal a installé un comptoir là-bas et il y avait déjà des juifs. Et qui étaient ces juifs? Les gens de Zevouloun. Donc Jonas a voulu se sauver de Dieu et il a été où? À Carthage. En vérité, il aurait pu aller en France, puisque la Marseille, le sud de la France, c'est aussi la fin de la prophétie. Pourquoi il a choisi Carthage? Parce qu'il était de Zébouloun. Jonas était, on dit comme ça qu'il était de Zébouloun, c'est pour ça qu'il s'est sauvé là-bas. Mais il aurait pu se sauver en France. Mais en France, il n'y avait pas de tribu à lui, quoi. Donc on voit, ça veut dire par rapport à la prophétie? La prophétie, c'est comme les ondes. Ça part de Jérusalem et ça va jusque là-bas. Ça va jusque là-bas. Jusqu'à Marseille et en Tunisie, Carthage. Et donc il voulait fuir le message de Dieu, donc il était là-bas, parce que là-bas, il n'y avait pas. Il n'y a pas de fréquence. Pas de clita là-bas. Mais Kitsour, donc Dieu a fait le tiré au sort, et les Zébuloniens, ils ont eu droit à la mer, justement. Zébouloun, c'est toute la côte du Liban, et ça longe le Naharia, Haïfa, etc. Ça descend la côte, parce qu'il était fait pour les bateaux, le business, etc. Donc on voit bien que chaque tribu, elle avait un territoire qui lui correspondait au niveau de ses capacités et de son caractère. D'accord? Donc, le chidouche, c'est que maintenant, si vous donnez à une femme une terre, est-ce qu'elle va savoir gérer la terre d'après la tribu? C'est pas tellement son travail. Et le chidouche, il est que oui, on leur fait confiance. Que vous faites épouser, vous faites hériter les filles de Slophrad, et donc vous donnez la possibilité à toute femme, elle est un morceau de terre. C'est-à-dire qu'on n'a pas crainte qu'elle va faire n'importe quoi avec cette terre. On a confiance que, comme elle aime la terre d'Israël,
elle va la gérer comme il faut. Et donc, le grand chidouche qu'on vous amène, c'est que c'était une halakha qu'on a amenée des 50 ports de la sagesse pour comprendre ça. Nous, évidemment, ça nous semble... Non, il n'y a que les femmes. Nous, ça nous semble un peu pachoute, mais à ce moment-là, c'est une très très grosse nouveauté. De là, on voit une chose extraordinaire. Ça nous relie avec la paracha de Pinchas. C'est que la paracha de Pinchas, elle parle, dans tous les cas qu'on cite, l'histoire de Pinchas lui-même, l'histoire de la nomination de Yoshua, l'histoire des filles de Snophrad, etc. Ça parle que dans la vie, il y a une possibilité, grâce à la volonté, de déclencher quelque chose sur ce qu'on n'aurait pas dû avoir dans la nature des choses. Comme Pinchas n'était ni Cohen, puisque les Kohanim ils ont été déjà nommés, il y avait 4 Kohanim, c'est tout. Il y avait Aaron, le grand prêtre, et puis il y avait ses 4 fils, c'est tout. Les autres n'étaient même pas Cohen, rien du tout. Et Pinchas devient Cohen Gadol. Et les filles de Snophrad aussi, elles ont déclenché un phénomène qui n'était pas prévu. Et Yoshua aussi, il n'aurait pas dû être l'héritier de Moshe, il devient l'héritier de Moshe. Donc on va dire que, on voit dans Pinchas qu'il y a une possibilité, comment on appelle ça, une capacité de l'individu, par sa volonté, à faire que ce qui ne lui est même pas destiné par le mazal, ou par la xéra de Rosh Hashanah, ou par la naissance, ou par le mérite normal, peut lui être accordé quand même. Et ça, c'est une très grosse nouveauté de la paracha de Pinchas. Et donc, on voit bien que... Par rapport à quoi elles ont pu déclencher? Parce qu'elles avaient une telle force de caractère et une telle volonté d'hériter de la terre qu'elles sont arrivées jusqu'à Moshe Rabbeinu. Elles ont traversé tous les tribunaux et que Moshe Rabbeinu a été contraint de demander une prophétie qui est venue de l'autre côté de la prophétie et qu'elles ont obtenu une chose qu'elles auraient pu très bien ne pas avoir, en disant bon ben apparemment les filles n'héritent pas, on reste tranquille. Elles ont dit non, elles ont tapé sur la table, elles ont été jusqu'au bout et elles ont eu gain de cause. Et il y a une autre chita d'ailleurs qui est complètement opposée à celle-là. Elle dit que c'était pas des petites filles, les filles de Snophrad. C'était des vieilles filles, justement. Il y a 2 chitotes dans le Midrash. Une chita qui dit qu'elles étaient toutes petites, des petites morveuses. Et une autre chita dit non, pas du tout, c'était des vieilles filles. Des très vieilles filles. Alors on dit, ben quoi, pourquoi elles étaient des vieilles filles? Il dit parce qu'il n'y avait personne qui était aussi bien, qui était suffisamment bien dans le Ham Israël pour les mériter. Et elles n'ont pu se marier qu'une fois qu'elles ont été des riches héritières. Ça veut dire qu'il a fallu arriver à ce stade de... parce que si elles s'étaient mariées, elles n'auraient pas eu besoin d'aller voir Moshe Rabbeinu, elles étaient liées avec la tribu d'Amari. Alors que là, comme elles n'étaient pas mariées et orphelines, alors elles ont fait la révolution. Et quand elles ont eu de la terre, tout d'un coup, vous trouvez des hommes bien. Pardon? Quand elles ont eu de la terre, elles ont trouvé des hommes bien. Oui, parce que toute la raison pour laquelle elles ne se mariaient pas, c'était pour qu'elles dévoilent cette halakha. Si elles étaient mariées, elles n'auraient pas dévoilé cette halakha. Vous avez compris? Donc il fallait qu'elles arrivent au stade de déclencher cette halakha, et après elles pouvaient se marier. Donc on voit bien qu'il y a une clé dans cette paracha, que même si vous n'êtes pas fait pour, par la volonté, vous pouvez avoir quand même. Et ça, c'est l'enseignement de Pinchas. Et quelle est la voda qu'il faut faire exactement? La volonté déclenche la pnimiut, la profonde volonté. Pas la volonté, je veux. Comme moi, je veux gagner au loto, je joue au loto. La volonté d'Hachem, à vrai dire. Non, la volonté à vous, Mais qui déclenche que chez Hachem,
les portes s'ouvrent. Comme il dit le Rav Dessler d'ailleurs, le Rav Dessler, il dit un chidouche très grand, il dit, vous savez qui c'est qui gagne à la loterie? Celui qui veut. On veut gagner. Ouais, ça veut dire qu'en vérité, le vrai gagnant, c'est celui qui profondément veut gagner. Celui qui joue du bout des doigts, qui dit, bon, si Dieu il veut, je gagne, si comme il veut pas vraiment, alors il est soumis au hasard. Donc, il peut gagner comme il ne peut pas gagner. Et celui qui veut, s'il a un besoin de gagner profond, parce qu'il veut d'apprendre, alors il gagne. Pardon? On ne veut pas assez Mashiach. C'est pour ça qu'il vient. C'est ce que le rabbi dit. Hein. Ben oui. C'est qu'on veut pas, on dit oui, Mashiach. On voudrait, comme il a dit Jacques Brel, moi j'ai prié le bon Dieu quand j'avais mal aux dents. D'accord? Les gens ils veulent le Mashiach quand ils ont une facture qu'ils n'arrivent pas à payer. Alors tu dis non, il faut voir le Mashiach Pour autre chose. pour le top. Pour voir le top dans ce monde-là. Bon, mais Kitsour, donc vous avez compris qu'il y a un très grand enseignement de cette paracha, c'est que si vous n'avez pas quelque chose et que vous voulez l'avoir, eh bien vous devez être capable de déclencher votre volonté pour l'avoir. Sinon, ne vous étonnez pas de ne pas l'avoir. Est-ce que c'est bien de faire ça? Parce que des fois, c'est pas. Non, mais là on voit bien qu'il ne s'agit pas de choses des djoukim. On ne parle pas du loto, de celui qui voulait une buick. On parle de quelque chose de la Gdusha. Pinchas, il a eu l'amour du peuple juif, donc on lui a donné comme cadeau d'être Kohen Gadol. On ne lui a pas donné d'être Rockefeller ou Bill Gates. On lui a dit, tu as aimé le peuple juif, tu seras Kohen Gadol. Les filles d'Israël, elles aimaient la terre d'Israël, pas pour avoir une maison à Tel Aviv, c'était pour avoir un rapport avec la terre d'Israël. Slophrad, c'était des descendants de Ménaché qui étaient descendants de Yosef. Comme dit Rashi, qui ne m'a pas plu d'ailleurs, il dit hein? De Ruth. Quel rapport Ruth maintenant? Ménaché. Ah bon? Non, pas on arrive à Ruth. Ouais, vous embrouillez, vous êtes trompé de page. Elles étaient descendantes de Ménaché, qui était le fils de Yosef. Et Rachid dit, on voit que Yosef, il aimait la terre, puisqu'il dit, enterrez-moi en Israël. C'est comme les juifs français, ça, ils ne mettent pas les pieds ici, mais quand ils meurent, ils se payent une place ici. C'est pas tellement une preuve qu'on aime la terre d'Israël quand on veut arriver. C'est ce que je dis au Lubavitch. Les Lubavitch, ils ne mettent pas les pieds ici. Pour eux, Israël, c'est une interdiction de la Torah, comme d'étudier la Torah d'ailleurs. Il y a deux interdictions chez les Lubavitch, d'étudier la Torah et de venir en Israël. Alors ils la respectent très bien. Donc quand ils viennent ici pour enterrer leur père ou leur mère, hein, je leur dis tiens, heureusement qu'il y a des morts. Vous vous rappelez que Israël ça existe pour enterrer-les à Bagneux s'il faut faire Israël là où on est. Alors continuez à faire Israël à Bagneux, pourquoi il faut vous acheter une terre ici? Je ne comprends pas pourquoi cet amour d'être enterré ici. Tu ne veux pas vivre ici, tu te moques de ceux qui vivent ici et tu nous fais le genre je veux être enterré ici. Donc les gens qui se font enterrer ici et qui ne vivent pas ici, ça fait un peu chelou. Maintenant, Rachid te dit, la preuve que Yosef aimait la terre, c'est qu'il a voulu se faire enterrer ici. Il n'avait pas la possibilité de sortir. Mais d'accord, mais c'est pas une preuve qu'on aime. C'est pas une preuve qu'on aime la terre parce qu'on veut se faire enterrer ici. Il n'y a pas une halakha qu'on ne doit pas se faire enterrer ici une fois qu'on est mort en tout ça. Non, au contraire. Il y a une très grande mitzvah, parce qu'il y en a qui disent que le Zohar et le Midrash dit que les gens qui vivent en Chutz La'aretz, ils souffrent. Ils souffrent, donc ils sont obligés d'arriver par des tunnels. Donc c'est pas agréable, quoi. Bon, mais Kitso, c'est pas très probant comme preuve que Yosef aimait la terre, parce qu'il a voulu se faire enterrer ici, mais apparemment, c'est moi qui n'ai pas compris Rashi. Bon, vous avez compris la portée de l'événement de Pinchas. Maintenant, il y a une question pour finir. Je vous la pose comme vous pouvez comprendre. Est-ce qu'on a besoin d'être Pinchas? Est-ce que chacun a besoin de faire le Pinchas aujourd'hui? Pinchas, il voit la débandade,
Et pour éviter la catastrophe de l'épidémie, il intervient et tue. Est-ce que c'est intelligent d'être Pinchas aujourd'hui? Ou alors il faut faire comme la plupart des gens, dire oh, tu sais, on a vu d'autres dans l'histoire, hein, les divorces, les femmes qui trompent leur mari, les hommes qui trompent leur femme. On en a vu dans l'histoire. Vis ta vie, occupe-toi de tes affaires. Est-ce qu'il y a besoin de jouer les canaïm, comment on appelle ça, les zélateurs, les chevaliers de Dieu, les oraux, ou alors il vaut mieux rester dans son coin et faire semblant de rien, faire semblant de on n'a rien vu, on n'a rien entendu, la vie continue. C'est une grande question. Est-ce qu'il faut faire le Pinchas aujourd'hui? Parce que chaque juif est responsable de l'autre juif. Donc on doit faire Pinchas. Parce qu'on est responsable de l'autre. C'est-à-dire quand on voit quelqu'un, par exemple, qui va être le Shabbat, on va, sans aller le tuer, on va lui expliquer, on va faire une Pinchas. Ah non, moi j'ai peur de on tuerait la moitié de la population. Exactement. On ne tuerait pas la moitié de la population. Non, on parle pas Le mariage des homosexuels. Non, il a tué la Pinchas. Non, mais on n'a pas dit de faire ce que Pinchas a fait concrètement, parce qu'aujourd'hui, personne n'accepterait ça n'a aucune efficacité. Et en plus, il faut avoir une neshama très pure pour se permettre de... On ne parle pas de tuer des gens, on ne parle pas de faire Pinchas comme dans Kipshuto. On dit, comme dit le Orach Chaim Akadosh, il dit Pinchas et Eliaou, il dit c'est le Mashiach avant la Géoula, il joue le rôle de Pinchas. Le Mashiach, avant qu'il y ait la Géoula, il fait le travail de Pinchas, c'est-à-dire d'Eliaou, c'est-à-dire Veishiv Levavot Albanim, de ramener le cœur des enfants aux parents, le cœur des parents aux enfants, etc. Un travail de rapprocher les uns et les autres. Donc ça veut dire que, effectivement, donc il faut être Pinchas, mais il faut savoir que on n'est pas obligé de réussir ce que Pinchas a réussi. Que Pinchas, lui, il a eu la chance, il a eu le srout, il a eu la capacité que dès qu'il a fait ce qu'il a fait, on a vu tout de suite les fruits, et tout le monde a reconnu qui il était. Alors que nous, on peut être des Pinchas jusqu'à demain matin, d'accord? Très souvent, comme on dit chez nous, nous sommes des Don Quichotte. Très souvent, on fait du Don Quichotisme. Vous essayez de changer les gens, mais vous vous rendez compte que plus le temps passe, et plus, à l'époque, il y avait le bateau coulait, et vous avez un gros seau pour vider l'eau. Là, maintenant, le bateau coule encore plus, et vous avez une cuillère trouée pour vider l'eau. Donc ça devient de plus en plus fatigant de jouer les Pinchas. Et c'est le fameux mythe de Don Quichotte. Qui c'est Don Quichotte? Don Quichotte et Sancho Panza. C'est Mashiach et Eliyahu Hanavi. C'est ça le mythe. C'est ça le mythe de Cervantes. Il y a Mashiach et Eliyahu Hanavi. Là, c'est pour ça qu'il a une mule. Là, il y a un cheval, l'autre a une mule. Et donc, qu'est-ce qu'ils font, les deux? Ils se battent contre les moulins avant. Ça veut dire qu'ils font un travail de vider l'eau avec une cuillère. C'est un juif, Cervantes. C'est un mythe. C'est ce qu'il a voulu. Il a compris de façon géniale que c'est ça le Mashiach. Mashiach et Eliyahu Hanavi, c'est des gens qui se battent contre des moulins avant. Comme m'a dit un jour. Qui se battent quoi? Contre des moulins avant, comme Quichotte. Notre Mashiach, il se battra bien contre des forces réelles. Une fois qu'il y aura la Géoula. Mais avant la Géoula, ça s'appelle pédaler dans la choucroute. Et comme on voit, il y avait un Fabrikven à une Idvadout à Maladouim, et ils m'ont demandé de venir, et puis ils ont invité avec moi un monsieur, un russe qui habitait Moscou, et qui, lui, il a tout cassé, quoi. Il a dit, mais qu'est-ce que vous croyez? Qu'est-ce que vous croyez? Vous allez voir à la choule de Moscou, il n'y a que des vieux, mariés avec des goyotes,
et qui mange taref. Qu'est-ce qu'il a gagné? Qu'est-ce qu'il a fait, le Rayatz? On en fait tout un plat. Le Rayatz avec les salines, Il dit, si vous allez voir sur place, c'est nul et non avenu. On a l'impression qu'il a sauvé le judaïsme russe. Il n'a rien sauvé du tout. Excusez-moi, moi j'ai dans la boutique souvent des jeunes qui viennent de Moscou. Alors attendez. Alors effectivement, ce discours-là, il a été changé. Mais vous vous rendez compte le temps qu'il a fallu avant de voir effectivement que ça marche. Donc ça veut dire que c'est pas du jour au lendemain qu'on peut voir les résultats du travail qu'on fait. Et c'est pour ça, comme vous dites aujourd'hui, effectivement, il y a plein de gens même qui font jeter route dans les pays ex-soviétiques. Il y a beaucoup de gens qui reviennent, etc. Mais avant que ça ne se déclenche, il a fallu des dizaines et des dizaines d'années de vide, où il n'y avait rien. Donc c'est pour ça que quand on te dit tu joues le Pinchas, ok, tu joues le Pinchas, mais sache que des fois tu ne verras pas toujours les fruits bien avant que ça se... Il faut que le temps passe. Mais là, quand tu auras la Géoula, automatiquement, tac, tout va basculer, et donc il n'y aura pas besoin de se casser la tête, ça marchera tout seul. Donc on parle d'une situation avant le point X où la Géoula va se déclencher. Donc c'est pour ça que c'est notre rôle, c'est de pédaler dans la choucroute et de dire c'est comme ça qu'il faut faire, c'est comme ça que le rabbi veut qu'on fasse, parce que pour être un vainqueur, il faut se taire, il faut travailler sans penser à regarder la victoire. Les Havdil, c'est comme les résistants. Il y a beaucoup de résistants qui ont fait la résistance, mais ils n'ont pas vu le résultat de leur travail. Donc c'est notre travail à nous de tenir la route, de s'accrocher. Et donc, Bezrat Hashem, Dieu aura pitié de nous. Et immédiatement, il nous enverra la Géoula Mitit, la Shlema, pour le juste Mashiach.